Voilà, donc je démarre sur celui-ci, c'est un sujet officiel oral 2017, numéro 10. Donc sur les matrices. Alors n'hésitez pas à poser des questions dans le chat au fur et à mesure, hein, je garde un œil et comme ça j'y réponds au fur et à mesure. Donc on considère une suite, c'est une suite récurrente, voilà la définition. Les 3 premiers termes sont donnés, on a besoin de 3 termes pour définir les suivants. On considère cette matrice et on pose xn, c'est comme d'habitude hein, quand on étudie une suite, le vecteur colonne, la matrice colonne qui comporte les termes un et puis les suivants, autant qu'il en faut pour la suite récurrente. C'est une suite récurrente d'ordre 3, donc on met 3 termes ici. Et donc on va considérer une matrice 3-3. La première question Python, on va la regarder rapidement. Ça doit prendre en argument les 3 premiers termes et ça doit renvoyer la liste des 100 premiers termes. Et là, je réalise que je n'ai pas renvoyé une liste. J'ai juste j'ai juste fait afficher tous les termes. Donc j'ai mal lu l'énoncé, ne faites pas ça, lisez bien l'énoncé. J'ai fait juste un print, il aurait fallu faire l.append ici pour les mettre dedans. Donc sans difficulté, la fonction prend en argument le nombre de termes qu'on veut. Je suis en cours. Et les 3 premiers termes. Voilà. On le fait n-2 fois, donc pas besoin de numéroter, et n-2 fois. Pourquoi n-2 fois n-2 fois parce qu'on a déjà les 3 premiers termes, et si on veut afficher un, ça nous fait n plus 1 terme. De u0 jusqu'à un, on a besoin de au total n plus 1 terme. Il nous faut n plus 1 terme, on en a 3. Combien est-ce qu'il en manque? N plus 1 moins 3, ça fait n-2. Donc le range, on le fait n-2 fois. Donc n-2 fois, on décale, on a ABC, enfin le nouveau ABC, c'est BC et le nouveau terme. Donc on décale, on a 3 termes comme ça, 1, 2, 3, et on décale ces 3 termes là, 1, 2, 3, comme ça. Voilà, donc sans souci pour cette question Python. Donc ça, pourquoi pas à l'écrit, ça pourrait tomber, il n'y a pas de difficulté. Alors je vois une question. Quand on veut les derniers avant-dernier et avant-avant-dernier terme de la liste, c'est ça. L crochet moins 1, c'est le dernier terme de la liste. Donc si vous fabriquez une liste ici, au fur et à mesure, L de moins 1, c'est le dernier. Donc vous pouvez faire L.append de ceci, dans lequel vous remplacez A, B, C par L de moins 1, L de moins 2, L de moins 3. Tout à fait. Donc je mettrai une version avec une liste sur le drive tout à l'heure. Voilà. Démontrer que 0 n'est pas valeur propre de A. Alors, 0 valeur propre, 0 est valeur propre, vous vous rappelez, 0 c'est spécial, c'est la seule pour laquelle on peut faire cette petite manip. 0 est valeur propre si et seulement si le noyau de A n'est pas réduit à 0. Et le noyau de A est réduit à 0, n'est pas réduit à 0 si et seulement si le rang n'est pas 3, puisqu'il y a la somme dimension du noyau plus dimension de l'image qui fait 3 ici, c'est une matrice 3-3. Donc 0 n'est pas valeur propre si et seulement si le rang n'est pas 3. Vous pouvez vous rappeler que j'ai mis cette remarque dans le cours. Ce n'est pas à proprement parler un théorème, ça découle du théorème du rang, mais vous pouvez l'utiliser. Donc il y a plusieurs façons de répondre à cette question. Soit vous déterminez le noyau, vous voyez qu'il n'y a pas de vecteur autre que le vecteur nul. Soit vous calculez le rang par pivot et vous voyez que c'est 3. Donc de nouveau la conclusion c'est que 0 n'est pas valeur propre. Pourquoi ça se voit que le rang est 3? Et pourquoi c'est ce que je préfère faire? Parce que je le vois que le rang est 3. Sinon, résolver AX égale 0, c'est plus simple. Ça, disons qu'il y a moins à réfléchir, mais il faut écrire un calcul. Alors que le fait que le rang n'est pas 3 ici, je le vois tout de suite. Parce que si je regarde la colonne 2 et la colonne 3, je constate qu'elles sont indépendantes. Puisque pour deux vecteurs, ça se voit quand c'est indépendant, c'est pas indépendant. Si c'est pas indépendant, enfin ça n'est pas indépendant si et seulement si l'un est multiple de l'autre, ce qui est visiblement pas le cas vu les 1 et les 0. Donc la colonne 2 et la colonne 3 sont indépendantes. Pour la première colonne, je vois qu'elle n'est pas dans l'espace engendré par les deux dernières colonnes, puisque c'est pas possible d'écrire cette colonne comme combinaison linéaire de celle-ci et celle-ci, juste à cause du 1 et du 0, du 1 et des 0 qui sont là. Parce que si cette colonne c'était un multiple de celle-là plus un multiple de celle-là, eh ben, le multiple en question, il y aurait un coefficient non nul ici, vu qu'il y a un 0 ici, ce serait un multiple de 1 ici, qui serait non nul, sauf si le multiple en question c'est 0. Et pour la même raison, le multiple en question de celle-ci doit être 0. Et du coup, on aurait 0, 0, 0, et non pas 0, 0, 1 tiers. Donc avec l'habitude, on peut se dire qu'on voit tout de suite qu'elle est de rang 3, cette matrice.
Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous pouvez simplement résoudre ax égale 0. Je pense que c'est ce que j'ai proposé. Voilà, on résout ax égale 0, on fait la résolution et on voit tout de suite que la seule solution possible, c'est 0, 0, 0. Donc, il n'y a pas de vecteur propre associé à la valeur propre 0. Ok. Le lien avec résoudre à x égale 0, hein, c'est parce que valeur propre 0, ça veut dire qu'il existe un vecteur x non nul tel que ax soit égal à 0 fois x. Et 0 fois x, ça fait 0. D'où le lien avec le noyau. Ensuite, question 3. Montrer que pour tout nombre complexe A, donc là on voit on cherche des valeurs propres complexes, lambda est valeur propre de A si et seulement si lambda est solution de cette équation. Donc là j'ai pas fait le calcul sur le corrigé, c'est une recherche de spectre comme on a l'habitude de faire. Lambda est valeur propre si et seulement si le rang de A moins lambda I3 est strictement inférieur à 3, et on fait un pivot. On fait un pivot et on tombe sur ça. Donc j'avoue, je ne l'ai pas fait. Si je vous donnais des conseils pour l'oral ici, ce qui n'est pas le cas, hein, puisque vous n'avez qu'un écrit à passer, mais si je vous donnais des conseils pour l'oral, ce serait de peut-être pendant la préparation à l'oral, c'est pas la peine de chercher à le faire puisque la réponse est donnée. Donc il ne s'agit pas réellement de bluffer, hein, mais je pense pas que l'examinateur demanderait à voir vos notes. Bon, peu importe, il n'y a pas d'oral cette année. Donc on a déterminé que lambda est valeur propre si et seulement si lambda est solution de ceci. Et donc c'est un polynôme de degré 3. On n'a pas de formule pour résoudre, sauf si on trouve une racine évidente. Voyons si on a une racine évidente. Et ben 1, moins 1 tiers, moins 1 tiers, moins 1 tiers, ça fait 0. Donc on a une racine évidente 1, donc on factorise. On factorise ce polynôme P. Je l'ai réécrit ici. Donc puisque 1 est racine, x-1 est en facteur, et il s'agit de trouver les autres coefficients. Vous savez faire, je ne détaille pas, ça peut se faire soit de tête, soit en cherchant les coefficients x carré plus ax plus b. Vous développez tout et vous identifiez et vous trouvez a et b. Donc j'ai trouvé ce polynôme. Je reviens aux questions pour voir ce qui est demandé exactement. Donc, à la question 4, oui, démontrer qu'il existe. Donc c'est une question de diagonalisation, on le voit tout de suite. Hein, donc il faut déterminer le spectre et le spectre, les vecteurs propres ne sont pas demandés apparemment. Donc le spectre. Donc je reviens ici, le spectre ce sont les racines de P. Donc il y a 1 et puis les racines de celui-ci, j'ai calculé delta, il est négatif, j'ai donc deux racines complexes que j'ai calculées. Moins 1 plus i racine de 2 sur 3 et moins 1 moins i racine de 2 sur 3 si je me suis pas fait, si j'ai pas fait d'erreur. On demande de montrer que leur norme est strictement inférieure à 1, c'est le cas. Le calcul de la norme pour z par exemple, z et z bar ont la même norme. Pardon, pourquoi j'écris norme? C'est module. C'est la même notion, hein. La norme d'un complexe c'est le module du vecteur correspondant. Donc j'aurais dû écrire module. Module, tout à fait. Donc j'essaierai de penser à corriger ça. Le module, c'est, donc je diviserai par 3 après. Ça, le 3 sort en valeur absolue, donc ça fera un tiers. Le module du numérateur au carré, ça fait 1 au carré plus 2, c'est-à-dire 3. Donc en racine carrée, racine de 3. Donc au total, le module vaut racine de 3 sur 3. Qui est plus petit que 1, puisque racine de 3 est plus petit que 3. Donc qu'est-ce que j'ai démontré ici? J'ai démontré que le spectre est formé des trois nombres 1, z et z bar. Pourquoi est-ce que je peux en déduire que A est diagonalisable? Parce que on a trois valeurs propres distinctes pour une matrice qui est de taille 3, 3. Donc il y a un résultat du cours qui affirme qu'elle est diagonalisable. Donc je peux trouver une matrice P telle que A soit égal à PD, la matrice diagonale, P-1. Si je mets les valeurs propres dans cet ordre, 1, z et z bar, si on me posait la question, je pourrais décrire P plus précisément. P, c'est la matrice dont les vecteurs, dont les colonnes sont les vecteurs propres associés dans cet ordre à 1, z et z bar. On ne nous a pas demandé de les calculer. On ne demande pas de calculer P, donc on ne va pas le faire. On sait juste que P, c'est la matrice de passage vers cette base de vecteurs propres qui existe d'après le cours de diagonalisation. Ok jusqu'ici? Alors je continue. Donc pour tout entier naturel n, exprimer xn plus 1 en fonction de a et xn. Xn plus 1, il va y avoir, on regarde ici,
il va y avoir un plus 1, un plus 2, un plus 3. Un plus 1, donc quand on va faire le... Enfin, vous vous y attendez à ce qu'on va trouver, on l'a déjà fait plein de fois, mais un plus 1, donc dans xn plus 1, il y aura un plus 1, un plus 2, un plus 3. Le premier élément, le premier coefficient, un plus 1, c'est le deuxième de xn. Donc il s'obtient en faisant 0 fois un, plus 1 fois un plus 1, plus 0 fois un plus 2, ce qui correspond à 0, 1, 0. 0 fois le premier, plus 1 fois le deuxième, plus 0 fois le troisième. Donc j'obtiens un plus 1 comme premier coefficient du produit a fois xn. Quand je fais, maintenant que je sais ce que je vais faire a fois xn, je regarde la deuxième ligne. Qu'est-ce que ça va me donner? A fois xn sur la deuxième ligne, ça va me donner 0 fois un, plus 0 fois un plus 1, plus 1 fois un plus 2. Donc ça me donne un plus 2, c'est parfait, c'est ce que je veux, puisque dans xn plus 1, il y a un plus 1, puis un plus 2. Et ensuite, il me faut un plus 3. Un plus 3, c'est un tiers de un, donc il me faut un tiers de celui-ci, plus un tiers de celui-ci, plus un tiers de celui-ci. Et donc ça correspond bien à un tiers fois le premier, plus un tiers fois le deuxième, plus un tiers fois le troisième. Donc c'est bon, c'est le produit. Donc xn plus 1, sans surprise, c'est le produit à xn. Xn plus 1, c'est le produit à xn. Alors j'annonce par une récurrence immédiate, xn c'est a puissance n x0, ça vous savez le faire, je ne redétaille pas, on l'a fait plein de fois en cours. À chaque fois il y a la question, est-ce qu'il faut écrire la récurrence ou pas? Donc à l'écrit, à mon avis, vous pouvez le faire. Montrez que vous êtes capable de faire une belle récurrence. Si c'est la première fois que vous avez une récurrence à faire dans le sujet d'écrit, faites-le. Surtout si la question est posée explicitement. On déduit xn en fonction de n à x0, la question est écrite, donc il faut y répondre, faites la démonstration. Si c'était un détail au cours d'un calcul plus gros, vous pourriez passer vite en disant par une récurrence immédiate. Mais là, comme c'est la question, je pense qu'il faut y répondre, en tout cas au moins une fois dans le sujet. Donc voilà pour ça, on a xn en fonction de a, essentiellement. Alors il faut en déduire que un peut s'écrire comme ça. Donc un, on commence par remarquer que un c'est le premier coefficient de xn. Donc xn, on vient de trouver une formule pour xn. Xn c'est a puissance n fois x0. Donc ça va être a elle est ici. Cette matrice là à la puissance n fois x0. Alors cette matrice là à la puissance n, là encore on l'a fait plein de fois dans l'année, vous avez l'habitude et vous savez que ça va donner p. P ne passe pas à la puissance n, hein, ça reste p. Celle-ci passe à la puissance n fois p-1. Donc au total, j'aurai p, celle-ci à la puissance n, p-1, x0. Je l'ai écrit. Donc xn, c'est a puissance n qui est là, fois x0. Et a puissance n, c'est p d puissance n, p-1. D puissance n, je regarde d c'est celle-ci. D puissance n, comme c'est une matrice diagonale, ça revient juste à mettre les coefficients diagonaux à la puissance n. 1, z puissance n, conjugué de z puissance n. Donc d puissance n est ici, il faut l'imaginer au milieu. Et on va faire ces produits en partant de la droite. Donc on va faire d'abord p-1 x0. Ensuite on multipliera par d puissance n, et ensuite on multipliera par p. Donc je considère d'abord p-1 x0. p-1 x0, alors p-1 c'est une matrice carrée qu'on ne connaît pas, c'est une simple matrice carrée. Ces coefficients sont constants, c'est-à-dire que par rapport à la suite, ils ne dépendent pas de n. P, on ne l'a pas calculé, mais on aurait pu. Il y a des nombres dedans. Complexes a priori, c'est juste des nombres, c'est pas lié à la suite elle-même. x0, c'est pareil, ce sont les trois premiers termes. En colonne, on a u0, u1, u2, ça ne dépend pas de n. Donc ce produit-là, c'est une matrice colonne. Vu la taille des matrices, 3, 3 par 3, 1, ça fait une matrice colonne, dont les coefficients sont constants. Donc c'est un nouveau vecteur. Et maintenant, je multiplie par d puissance n, qui est celle-ci. Donc imaginez cette matrice d puissance n, et le vecteur ici, on multiplie par un vecteur colonne ici, donc j'ai trois coefficients, alpha, bêta, gamma. Qu'est-ce que ça va faire? Premier coefficient, une fois alpha. Deuxième, il y a les zéros, il y a juste celui-ci, donc z puissance n fois bêta. Et le dernier, conjugué de z puissance n fois gamma. Donc les coefficients du résultat ici, j'en suis à ça, d puissance n fois p-1 x0. Le résultat, c'est une matrice colonne dont les coefficients sont
respectivement multiples de 1, de z puissance n et de conjugué de z puissance n. J'en suis là, j'ai fait tout ça et il me reste à multiplier par P à gauche, ce que je fais. Donc P de nouveau c'est une matrice à coefficient constant, il n'y a pas de n dedans, et je ne connais pas les coefficients, mais donc quand je fais le produit avec cette matrice colonne, moi, je fais une constante fois le premier, plus une constante fois le deuxième, plus une constante fois le troisième. Premier, deuxième et troisième étant chacun multiple de cela. Donc au total, j'ai une combinaison linéaire de ces trois nombres. Donc le résultat, chaque coefficient, et donc notamment le premier, qui est celui qui m'intéresse parce que c'est un, le premier est combinaison linéaire de 1, zn et conjugué de z puissance n. C'est ce qui est demandé ici. Donc on n'a pas déterminé ABC, c'est pas demandé, hein, c'est normal, ça repose sur P et P-1 qu'on n'a pas calculé, donc on ne peut pas avoir A, B et C. Ensuite, donc démontrer que le module tend vers 0. Alors pour faire ça, je vais utiliser d'abord l'inégalité triangulaire pour le module. Le module d'une somme est inférieur ou égal à la somme des modules. Le module est inférieur ou égal à la somme des modules. Donc le module de BZN que j'ai séparé en sortant le B. Donc c'est module de B fois module de Z à la puissance n. Ça c'est parce que le module du produit c'est le produit des modules. Plus, pour l'inégalité triangulaire, le module du deuxième terme. Et pourquoi est-ce que ça tend vers 0? B et C sont constants, ne dépendent pas de n, et module de Z et module de Z bar, tous les deux, on a montré qu'ils étaient strictement inférieurs à 1. Donc quand on met la puissance n, ça tend vers 0. Le module de Z c'est un réel strictement inférieur à 1 en valeur absolue, donc ça tend vers 0 à la puissance n, et celui-ci aussi. Donc on a un module qui tend vers 0. Donc quand n tend vers plus l'infini, ce module tend vers 0. J'ai raté cette question, je crois que je n'ai pas répondu dans mon corrigé. Que peut-on déduire sur la partie réelle et la partie imaginaire? Ou peut-être je ne me rappelle plus. Ouais, non, j'ai oublié la question. Donc, le module tend vers 0. Pourquoi est-ce que alors la partie réelle et la partie imaginaire aussi? C'est encore par Pythagore. Par Pythagore, si vous... Alors je ne sais pas dans quelle mesure l'image est à l'envers, mais j'essaye de faire par rapport à vous. Voici les axes. Et vous avez, je considère, un vecteur. Donc c'est le vecteur correspondant au nombre complexe z. Z c'est la fixe, là j'ai le vecteur. En abscisse sa partie réelle et en ordonnée sa partie imaginaire. Donc la partie imaginaire c'est la hauteur du vecteur et la partie réelle c'est la largeur, enfin voilà, la partie horizontale. Et donc par Pythagore, l'hypoténuse est plus longue que chacun des deux côtés. Donc la partie réelle, la vidéo a coupé, je relance, c'est l'appli qui s'est... Donc la partie réelle, donc c'est l'abscisse en valeur absolue est plus petite que la longueur de l'hypoténuse, qui est le module du nombre complexe, et de la même façon, la valeur absolue de l'ordonnée, qui est la hauteur, c'est encore un côté du triangle rectangle, c'est plus petit que la longueur de l'hypoténuse. Donc la partie réelle et la partie imaginaire sont toutes les deux en valeur absolue plus petites que le module, donc par le théorème des gendarmes, elles tendent vers 0 toutes les deux. Donc je le rajouterai au corrigé puisque j'ai oublié de le mettre. Donc la partie réelle et la partie imaginaire tendent vers 0. Je crois que je ne m'en suis pas servi par la suite. Donc en tout cas, ce nombre tend vers 0. C'est un nombre complexe. Ah, je crois que peut-être je sais pourquoi. La définition pour une suite complexe, la définition du fait que ça tende vers 0, peut-être en première année, c'est basé sur partie réelle et partie imaginaire. Mais on peut le déduire au fait, directement du module complexe. Donc en tout cas, ça doit être ça votre définition de première année. Donc la partie réelle tend vers 0, la partie imaginaire 0. Donc par définition, le nombre complexe tend vers 0. Je pense. En tout cas, ça tend vers 0. Et donc UN tend vers A. Alors UN tend vers A. Or UN, c'est une suite à coefficient réel. Parce que U0, U1, U2 sont réels.
Et donc par une récurrence immédiate, on voit que le terme suivant reste réel. Si j'ai 3 réels, je fais la somme, ça reste réel, je divise par 3, ça reste réel. Donc le suivant est réel, et ensuite par récurrence, ils sont tous réels. Donc j'ai une suite UN qui est une suite de nombres réels. Elle tend vers A. A ne peut pas être complexe non réel du coup, parce que ce ne sont que des termes réels, donc la limite, si elle existe, elle reste sur l'axe réel. Et voilà. Donc je pense qu'on montre d'abord que UN tend vers A, puis que A est réel dans l'autre sens. Voilà pour ce sujet. Alors, est-ce que vous avez des questions ?